Vivre 200 ans en 2050, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité, tel était l'objectif de la dernière conférence organisée par le CERA, avec cette fois encore un invité prestigieux, le docteur Laurent Alexandre, un parcours atypique, un parcours très original. Après 11 ans d'études de médecine pour devenir chirurgien et urologue, Laurent Alexandre enchaîne Sciences Po et HEC, puis l'ENA. Et ce n'est pas tout, il crée dans la foulée le site doctissimo.fr que vous connaissez tous, que nous utilisons tous, ainsi qu'au moins une douzaine de start-up. Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Nous allons parler, pas du site Doctissimo, rassurez-vous, mais un petit peu de la dernière entreprise que vous avez créée qui a des objectifs presque incroyables, presque fous, on pourrait dire. On pourrait dire aujourd'hui, en 2013. La société que je développe aujourd'hui, Diana Vision, s'occupe de séquencer l'ADN. Il faut savoir que nous avons fait des progrès absolument spectaculaires depuis une quinzaine d'années dans l'analyse de nos chromosomes, c'est-à-dire dans l'analyse des messagers chimiques qui sont sur la molécule d'ADN. Nous savons aujourd'hui analyser chez un individu donné les 3 milliards de bases chimiques qui constituent nos chromosomes. C'est ce qu'on appelle le séquençage intégral de l'ADN. C'est quelque chose qui était impensable il y a 20 ans. La plupart des experts pensaient que l'on ne saurait jamais séquencer la totalité de nos chromosomes, et en réalité c'est en train de devenir un acte médical banal, et la quasi-totalité de vos auditeurs auront leur ADN analysé, leur ADN séquencé d'ici une petite dizaine d'années. Est-ce que c'est cela qu'on appelait les cartes ADN qui étaient terriblement chères? C'est cela ou pas du tout? Non, c'est pas ça du tout. Le séquençage a remplacé les technologies anciennes de l'analyse de l'ADN, qui étaient des technologies très frustres et qui n'analysaient que certains marqueurs de nos chromosomes, qui n'analysaient pas la totalité de notre ADN. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est la démocratisation de l'analyse intégrale de nos chromosomes, de manière à déterminer nos prédispositions à nos maladies et de personnaliser nos traitements. C'est ce que l'on appelle la médecine personnalisée en fonction de notre profil génétique. Et c'est-à-dire concrètement, imaginons dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que n'importe qui, moi, je vais chez le médecin, il va me faire... Non, c'est pas possible, c'est encore trop tôt. Si, bien sûr. Si, ça peut être possible. Dès les années 2020, l'analyse de notre ADN représentera le pivot, le centre du diagnostic médical, et c'est à partir de l'analyse de notre ADN que nous serons soignés, que les maladies seront dépistées, et notre médecin généraliste aura à sa disposition l'analyse complète de notre identité génétique. Et cela voudrait dire que la médecine d'aujourd'hui, en si peu d'années, puisque vous dites 2020, la médecine d'aujourd'hui serait complètement, non bouleversée, mais rendue complètement anachronique. On se croirait... La médecine va être bouleversée, mais comme les médias, le monde de la photo ont été bouleversés par les technologies de l'Internet. Oui. Qui aurait pu imaginer que les médias traditionnels, que les médias papier que les appareils photo traditionnels seraient remplacés par l'Internet? C'est pourtant ce qui s'est passé en une quinzaine d'années. Nous allons assister dans le domaine médical à une transformation de même nature à cause de la technologie. Mais il n'y a pas que la génétique, il n'y a pas que l'analyse de notre ADN qui va bouleverser la médecine. Il y a aussi les cellules souches, la possibilité de fabriquer des organes artificiels entiers à partir de cellules souches, la thérapie génique, c'est-à-dire cette fois-ci non plus d'analyser notre ADN, mais de le modifier. Et puis, à partir des années 2000-2025, ce qu'on appelle la nanomédecine, c'est-à-dire d'utiliser des moteurs, des petits implants à l'échelle du milliardième de mètre, ce que l'on appelle le nanomètre, de manière à pénétrer dans nos cellules pour réparer nos cellules, réparer nos tissus, et retarder la mort et retarder le vieillissement. Retarder, quand on double d'espérance de vie, c'est même plus que retarder. Ça a même presque un côté effrayant, non? Le recul de la mort n'est pas effrayant. D'ailleurs, le recul de la mort a commencé en 1750. Notre espérance de vie... Chez Balzac, une femme de 30 ans était déjà... Tout à fait. Notre espérance de vie a triplé depuis 1750. L'espérance de vie des Français, il y a 250 ans, était de 25 ans. Elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. L'espérance de vie augmente de 3 mois par an. Le recul de la mort a commencé il y a déjà plus de 2 siècles. Et ce recul de la mort va s'accélérer à cause des technologies qu'on en appelle NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les technologies qui permettent de manipuler la matière à l'échelle du milliardième de mètre. B, les biotechnologies. I, l'informatique. Et C, la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau.
ces 4 vagues technologiques vont avoir des conséquences absolument extraordinaires sur la façon dont nous sommes soignés et, partant, sur notre espérance de vie. Mais du coup, cela voudrait dire que toutes ces techniques-là devraient presque déjà être étudiées en faculté, non ? Aujourd'hui, pour préparer les médecins, parce que c'est quand même un choc, j'imagine, oui, pour un médecin qui a une formation très classique. La formation des médecins est en retard. Mais vous savez, les journalistes, on a appris aux journalistes à se servir d'Internet très tardivement. Eh bien, c'est pareil. En médecine, il y a aujourd'hui un grand retard dans la formation des jeunes médecins à la génétique. Il ne faudrait pas que ce retard dure trop longtemps, mais parce qu'il est indispensable pour que cette médecine très technologique se déploie, il est absolument indispensable que les médecins soient formés à ces nouvelles approches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et que des gens comme vous, qui avaient une double formation médicale, et puis aussi avec l'ENA, etc., différente du monde médical, alertent peut-être aussi le monde politique, parce que si l'espérance de vie augmenterait si vite, et d'une manière aussi importante, cela voudrait dire que notre système de retraite, par exemple, non seulement aurait beaucoup de mal, mais il serait quasiment... Alors, il est clair que l'âge de la retraite va monter et que la retraite à 60-65 ans avait du sens quand on mourait à 60 ou 65 ans. Elle n'a plus de sens alors que l'on vit déjà aujourd'hui près de 85 ans et que notre espérance de vie continue à monter. L'appréhension par les pouvoirs publics des évolutions technologiques et dans des pays comme le nôtre, comme la France, est assez en retard. Les technologies dont on parle se développent en Corée, en Chine, aux États-Unis. Elles ne viennent pas de l'Europe. Donc l'Europe est éloignée de ces évolutions technologiques. Elle a pris un grand retard dans les nanobiotechnologies et les dirigeants politiques, la société civile dans nos pays est très en retard dans son appréhension de ce qui va se passer. Mais peut-être aussi parce que nos sociétés ne sont pas, quoi que non, vous me dites qu'aux États-Unis, je pensais à la question religieuse. Je voulais dire que nos sociétés ne sont peut-être pas prêtes. Mais en même temps, non, alors les États-Unis, effectivement, sont une société très religieuse, mais ça n'empêche pas le développement des nanobiotechnologies. Et les États-Unis sont plus que jamais le fer de lance de la révolution biotechnologique et sont le pays le plus avancé dans la maîtrise de ces techniques. Est-ce que ça vous arrive parfois d'imaginer ce monde sans doute que vous, le chercheur, n'allez pas avoir peur de ce monde. Est-ce que ça vous arrive de l'imaginer parfois, la société, une société dans 40 ans, dans laquelle nous aurions pas la jeunesse éternelle, mais un peu la vie. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre « La mort de la mort », d'essayer d'imaginer quelles vont être les conséquences sociales, économiques, mais également politiques et philosophiques de l'augmentation continue de l'espérance de vie. Les conséquences ne sont pas que favorables. La société pourrait aussi être prise de vertige technologique, de vertige philosophique devant ces évolutions. Il pourrait aussi y avoir des tendances obscurantistes qui réapparaîtraient parce que les opinions publiques pourraient être paniquées par cette mainmise des technologies médicales sur nos sociétés. Paniquées ou se trouver euphoriques de tant de puissance finalement. Oui, dans les deux cas... Parce que la mort imminente nous rend très humbles aussi, bien sûr, mais on peut imaginer que l'évolution des biotechnologies ne sera pas un long fleuve tranquille et que des conséquences philosophiques complexes puissent apparaître avec, dans certains cas, un désarroi de gens devant l'augmentation de leur espérance de vie. Car c'est vrai que nous sommes psychanalytiquement structurés par l'approche de la mort. Le recul progressif de la mort pourrait avoir des conséquences peut-être psychologiques défavorables et entraîner des dépressions chez nos futurs concitoyens. Voilà la réponse dans quelques années. Et pour aller plus en avant, l'essai que je vous conseille aux éditions Lattès, je crois, du docteur Alexandre, La mort de la mort, ainsi que la conférence que vous pourrez visionner dans quelques jours sur TV Vendée. Merci infiniment. Merci beaucoup.